Sans l'idée d'une vie poétique comme horizon rêvé d'une existence enfin réconciliée, heureuse, la vie ne pourrait être qu'une erreur, comme la vie sans musique serait, selon Nietzsche, une erreur. Car la vie d'aujourd'hui, la vie non poétique, celle qui voit l'homme réduit au statut d'homo economicus, celle qui le ramène à des data, à des chiffres, qui le soumet toujours plus à la mesure et au calcul, à ce qu'un juriste, Alain Supiot, définit comme la gouvernance par les nombres. Cette vie-là est une vie mutilée. Et c'est ce dont, au plus intime de nous-mêmes, nous ne voulons pas, ce dont nous ne voulons plus, continuant de rêver d'une vie qui serait poétique, continuant de rêver d'une possible habitation poétique de la Terre, en écho évidemment à la formule célèbre du poète allemand Hölderlin, en allemand, si vous le voulez, Dichterisch wohnt der Mensch. L'idée poétique, donc, et j'orthographie poétique avec un H, pour bien montrer qu'il s'agit ici d'une question de séjour, d'éthos, de forme de vie. L'idée poétique continue ainsi de porter la promesse d'un âge d'or. Et à cette promesse, nous ne voulons pas renoncer. Elle demeure dans nos têtes et nos cœurs indéconstructible, à l'instar, à l'exemple, de cette promesse émancipatoire du marxisme dont Derrida a écrit, lui le père de la déconstruction en philosophie, qu'elle continue, cette promesse émancipatoire, de nous hanter comme un spectre par-delà les désastres du XXe siècle. Pourquoi indéconstructible ? Parce qu'y renoncer à ce rêve d'une vie poétique, ce serait renoncer à la vie elle-même. Ce désir est en effet inhérent à la pulsion vitale elle-même, à son conatus, à son mouvement. C'est pourquoi son spectre continue de hanter chacun d'entre nous tout au long de son existence. Mais si cette promesse est indéconstructible, est-elle pour autant tenable ? Nous ne pouvons qu'en douter aujourd'hui, tant la balance est plus que jamais inégale entre le très peu que peut la poésie, son mince filet de voix aujourd'hui, et la surpuissance d'un capitalisme prédateur, extractiviste et financier, qui commande à l'actuel cours des choses et sature l'attention de ses discours et encore plus de ses images. Essayons cependant de croire un peu encore à l'idée d'une action poétique au sens qu'elle peut avoir aujourd'hui pour nous. Cette action, si on la circonscrit à la seule incidence des textes, de textes qui seraient des poèmes, ne peut être évidemment que très restreinte, tant le lectorat de la poésie est aujourd'hui étroit. Toutefois, si on la considère, cette action, sous l'angle plus large de l'écho diffus, plus ou moins souterrain, que son idée, l'idée poétique, rencontre, alors la poésie peut n'être pas tout à fait sans influence. Il faut évidemment prendre alors le mot de poésie en un sens très élargi, car l'idée poétique, celle, je l'ai dit, d'une terre poétiquement habitable, n'est pas l'apanage du seul poème. Elle est portée non seulement par des genres littéraires très divers, mais par toutes sortes de formes d'art. Par exemple, un tableau de Signac, si j'avais le temps, je le décrirais plus précisément, intitulé fin du 19e, début du 20e. Signac est un peintre post-impressionniste. Le tableau s'intitule « Autant d'harmonie ». L'âge d'or n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et au-delà de l'art lui-même, de l'art patenté, elle inspire cette idée bien des acteurs sociaux, bien des activistes dissidents. Elle nourrit des entreprises et initiatives diverses qui invitent à l'invention de formes de vie alternatives. Ainsi, l'idée poétique devient-elle agissante, son énergeia s'incarnant dans des activités et réalisations concrètes, dans des œuvres, des ergas, pour le dire en grec, qui excèdent de beaucoup le seul champ, le seul domaine de l'art. Toute une jeunesse que je définis comme constituant un poétariat aujourd'hui s'emploie à mettre en œuvre cette idée, à donner corps à son utopie, celle d'une écologie arcadienne, pour reprendre une formule que j'emprunte à André Gortz. Elle le fait, par exemple, tout près d'ici, à Notre-Dame-des-Landes. On objectera que la poésie, si elle est pastorale, si elle ne propose que des idylles pastorales, se trompe d'époque. Notre civilisation étant devenue essentiellement urbaine.
C'était déjà une objection que faisait Schiller. En tant que pastoral, disait-il, l'idylle, le poème comme petite image, si vous voulez, d'une vie idéale, l'idylle place, écrivait-il, malheureusement derrière nous la destination à laquelle elle devrait nous mener. Régressive, l'idylle pastorale invite à la mélancolie et non à l'espoir. C'est pourquoi Schiller en appelle à une idylle progressive, capable d'injecter, dit-il, l'innocence pastorale chez les enfants de la civilisation. Il faudrait donc parvenir à penser une idylle compatible avec nos modes de vie urbains. Vaste affaire qui concerne évidemment, bien au-delà des seuls poètes, les urbanistes et bien d'autres que les urbanistes. Mais une autre objection, plus redoutable, plus inquiétante, surgit ici. N'est-il pas trop tard? Si réellement nous sommes foutus, comme le dit un essayiste américain, Roy Scranton, si le moment de la catastrophe se rapproche toujours plus, si un seuil décisif de non-retour a été franchi, alors s'occuper d'idylle, fût-elle progressive, n'est plus vraiment pour la poésie de saison. Il n'est plus temps de se bercer d'espoirs mensongers. Nous vivons maintenant, écrit Roy Scranton, dans la chute, dans le temps d'après le progrès et la civilisation occidentale, dans les longs jours ternes du déclin, de l'effondrement, de la raréfaction, de la violence, du chagrin et d'une inextinguible souffrance humaine. S'ensuit-il que nous n'ayons plus d'autre choix que de recourir à des soins palliatifs, qu'à apprendre à mourir, comme le suggère l'auteur, lequel nous invite, dans cette perspective, à nous tourner vers la sagesse traditionnelle des humanités, la littérature, la philosophie, qui sont d'ailleurs elles-mêmes aujourd'hui toutes très menacées. Peut-être est-il préférable cependant de ne pas céder trop vite à ce diagnostic catastrophiste. Mieux vaudrait distinguer, plutôt, comme le fait un philosophe, Pierre-Henri Castel, ce qu'il appelle la fin des temps et les temps de la fin. Les temps de la fin, dont la durée est évidemment difficile à déterminer précisément. Seule certitude, il faudra bien ces temps de la fin que nous allons vivre, les aménager. C'est pourquoi il nous faut déjà organiser le pessimisme, la formule est de George D. Huberman, c'est-à-dire construire des digues dès maintenant contre les haines et fléaux de toutes sortes qui ne manqueront pas de surgir et de s'intensifier. La poésie, l'art en général, l'idée poétique telle que je l'ai définie, peuvent y contribuer parmi d'autres activités ou d'autres soins palliatifs. On peut imaginer, pour ce qui est de la poésie, que des poètes viendront, qui inventeront, à défaut d'hymnes triomphants, des chants de consolation, des chants du cygne, des élégies, de poignants stabat mater qui se feront l'écho d'une terre-mère que nous n'avons pas su aimer comme il aurait fallu. Mais qui néanmoins, ces chants, nous rappellerons l'ancien pacte, l'ancienne promesse, et nous dirons que cela fut, et combien ce fut beau, malgré tout. Que cela aurait dû l'être encore si nous avions su mieux écouter la parole des poètes, faire prévaloir l'homo poeticus plutôt que l'homo economicus.